Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites dans mon cabinet de psychothérapie? Mes deux enfants sont morts, l'un après l'autre. Mais qu'est-ce que vous racontez? Docteur, c'était tout sauf naturel. On est ça comme aspirer leur vie. De quoi vous parlez? Je comprends rien, mais vous êtes qui? Mais mes enfants, je vous le dis, ils m'ont parlé de cette chose. Je me suis dit qu'ils écoutaient trop leur imagination. Monsieur, mais vous êtes fou, vous êtes fou! Regardez, docteur, mon aîné a essayé de le dessiner, regardez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne comprends pas. Mais docteur, Qu'est-ce que c'est censé représenter? vous n'allez pas le croire. C'est encore un nouveau podcast sur le cinéma. Oh mon Dieu! Bonjour, je me présente, je m'appelle Emily. Silence, la vilaine! Et quand tu seras en bas, tu flotteras aussi. Je crois que ce martien veut communiquer. C'est pas un souci, c'est l'esprit de Noël. Ah, je sais plus quoi dire devant tant de clichés de bêtises. On va avoir droit à un carton jaune cette fois. Tu veux jouer au petit malin, toi? Et t'écoutes? Arrête, trompette, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode des Claps qui se perdent, le podcast qui s'agace sur les clichés du cinéma. Moi c'est Robin et je suis avec Romain, salut Romain. Oui, je suis en direct d'Angers, c'est Jean-Pierre Foucault. Bienvenue. Dans ce podcast, à chaque épisode on va s'intéresser à un genre, à un type de film qu'on va décortiquer ensemble, et pour ça on va s'appuyer sur un film en particulier qui selon nous aura amassé le plus de clichés, et on s'arrêtera sur quelques scènes pour les décortiquer. Alors pour commencer, bon, pour le premier épisode on avait l'embarras du choix et on s'est arrêté sur les films d'horreur, c'est un genre qui nous est cher parce qu'on en a bouffé un certain nombre, qui nous énerve à chaque fois. Comme il fallait un thème, on a choisi les enfants. Ce sera donc les enfants dans les films d'horreur, et pour ce thème nous avons choisi un chef-d'œuvre. C'est lequel, Romain ? Alors, déjà, bonjour à tous avec ma voix normale. Ce chef-d'œuvre que nous avons choisi, c'est Le Croque-Mitaine, dans la version originale The Boogeyman, sorti en 2023, qui a eu un certain succès d'ailleurs. Et dans ce film, nous suivons une petite famille américaine, un papa thérapeute, une jeune lycéenne et une petite fille de 8 ans environ. Et ces derniers sont encore sous le choc de la mort récente de la maman. Et cette petite troupe pas très joyeuse fera face à une entité, une créature terrifiante, et qui s'amuse à s'installer dans les belles maisons américaines. J'ai nommé pas le Boogeyman. Le Croque-Mitaine. Donc on va suivre cette belle famille. Avant de se plonger dans ce chef-d'œuvre, on va parler un peu de nous. Est-ce que c'est pas le plus important finalement ? Ah, génial. Je vais te poser une question comme ça, à brûle pour point, Romain. Quel genre de film d'horreur tu préfères ? Waouh. Oh la vache. Écoute, Je sais, celle-là, elle est pas prévue. Ah non, j'étais pas prévu celle-là. Écoute, moi, ce sont davantage les films paranormaux. Si je devais choisir un thème, les films dans lesquels, en fait, on n'a pas, on ne sait pas vraiment quelle est la créature, quelle est la chose qui nous attaque. On n'a pas le pouvoir de forcément la contrôler et de la combattre. Voilà, à partir du moment où le personnage perd le contrôle et même d'ailleurs ne voit pas pendant tout le film l'antagoniste, ça m'inquiète. Et ça m'inquiète encore après le film d'ailleurs. Et toi ? Alors moi c'est drôle parce que c'est tout l'inverse. Moi il faut que ça soit vraiment des films crédibles, quoi. Il faut pas trop d'esprit, il faut pas de fantômes, pas de religion. Bonjour à tous. J'ai un peu un esprit cartésien, tu vois, donc moi ça me saoule. Dès qu'il y a quelque chose que j'estime qui ne peut pas m'arriver, c'est terminé. Donc ça va être... T'as un film en particulier qui correspond un peu à justement, moi, ça va plutôt être tout ce qui est serial killer, les home invasion, j'aime bien. Et notamment, je sais pas si tu vois, Haute Tension. Si, c'est un film français d'Alexandre Aja qui mêle tout ce que j'aime, parce qu'il y a donc du home invasion. Il y a la meilleure scène d'ailleurs dedans, je trouve, de home invasion, c'est-à-dire un clochard qui rentre dans une maison, qui tue tout le monde et qui cherche une jeune femme qui est cachée sous un lit. J'adore. Et d'ailleurs, dans ce film-là, il y a beaucoup de gore. Est-ce que c'est un genre C'est un genre complètement. dans le genre, mais est-ce que c'est un genre qui te plaît ? Et c'est pour ça, notamment, que je n'aime pas que j'aime moins les films d'esprit, c'est qu'il n'y a pas de sang. Et pour moi, un film d'horreur où il n'y a pas de sang, t'as vu, c'est nul. Retour au film, pas retour d'ailleurs, début du film. On va se plonger maintenant dans le film en lui-même, on va raconter un peu l'histoire et on va s'arrêter sur quelques scènes. Début du film, une petite scène d'intro, on s'en fout un peu, il y a un bébé qui meurt, il y a un petit peu de sang, c'est la seule goutte de sang du film d'ailleurs, elle est là. Elle est projetée contre un cadre de photo. Tout à fait. Et le film commence vraiment avec la première séquence,
une famille en or. Alors au menu là, on a déjà une maison typique américaine, une ado qui pleure déjà dès la première scène, une gamine qui est toute gentille, puis qui pleure aussi, non qui pleure pas, qui a peur dès la première scène, et enfin un papa qui est psy et qui est déjà absent scène 1. Donc faut dire qu'ils ont une bonne raison de faire la gueule, parce que leur mère est morte. Ouais, c'est ça. Je les excuse. Pas grave. Alors si on peut peut-être les prendre dans l'ordre, je vais te surprendre, mais je vais pas commencer par l'ado, je vais commencer par la maison. Donc, la Ouais. maison c'est quoi? C'est une maison classique, hein. Oui, bah en fait, on est dans la lignée des films d'horreur, justement, où on a l'énorme maison américaine de banlieue, mais la banlieue un peu à la Desperate Housewives, là où tu sais pas le nombre de pièces qu'il y a dans la maison, ils peuvent pas toutes les filmer tellement il y en a, Alors, quoi. à mon avis, c'est même dans le Maine. Parce que on n'a pas dit, mais c'est un. Oui, c'est une adaptation, un film qui est adapté d'un livre de Stephen King. D'une nouvelle, ouais, de Stephen King. Et me Tout à fait. semble-t-il, de mes souvenirs de Stephen King, ça se passe souvent dans le Maine. Toujours, ouais, tout à fait, oui, il est originaire de cet état. Et ouais, donc on a la Et très c'est à côté grosse du maison. Québec. Oui, tout à fait. Je crois que c'est un des états les moins peuplés des États-Unis. Petit détail, mais donc on a ce côté un peu ville calme et qui apporte aussi une ambiance, quoi. Et donc cette énorme maison de famille aisée avec ce papa thérapeute. Mais c'est vrai que la maison en soi, en fait, on est presque dans un huis clos dans ce film. Ça se passe quasiment exclusivement dans Oui, la maison. complètement. On va dire qu'il y a 3 endroits quoi, dans le film. Et la maison est un personnage à elle seule. Et un cliché à elle seule aussi. Et un cliché à elle seule. Ouais. Ensuite, on rentre donc on rentre dans l'ado. Donc l'ado toujours en rébellion, c'est une ado classique. Elle sort pas d'un film français, elle sort d'un film américain, donc elle Et chiante. fait la gueule quoi. Elle est chiante, elle pleure dès le début. Alors, le problème, donc, pour faire un petit point là-dessus, le problème je trouve que c'est que les scénaristes en fait ils font pour écrire des enfants, ils font des personnages complètement monolithiques. C'est-à-dire que l'adolescente elle fait la gueule. La petite fille qu'on verra plus tard, elle est toute gentille. Il n'y a pas une goutte de méchanceté dans tout ce qui est dit dans le film. Et le père, il est absent. Voilà, c'est sa seule caractéristique. Et d'ailleurs, on le verra pas dans le film. Ouais, complètement. En fait, moi j'imagine toujours une table ovale pendant une réunion de scénaristes là. Et ils écrivent le scénario du film sur 4 bouts de papier et les personnages sur un post-it, quoi. Donc là, c'est quoi une adolescente selon vous? Bah, je sais pas, moi j'ai pas d'enfant. Et toi Thierry? J'ai pas de gamin non plus. Bon bah c'est quoi une ado? C'est chiant, ça pleure. Ok, c'est génial. S'ils en ont, j'aimerais pas être leur fille, hein. C'est ça en fait. Et du coup, je trouve qu'on s'attache pas du tout dès les premières images aux personnages avec un X. Ah, du le coup, vrai problème, aux différents personnages. au-delà de pas s'attacher, c'est qu'on sait, quand on a vu quelques films d'horreur, on sait déjà ce qui va leur arriver. Ouais, Et complètement. c'est terrible parce que ça gâche tout le film en fait, de savoir que la petite fille, bah, on sait déjà que ça va mal se passer. L'ado, on sait déjà qu'elle va faire la gueule pendant tout le film. Ouais, il garde en fait un peu le même. Limite, il pioche dans les personnages qui ont déjà existé dans d'autres films. Tu sais, on pense à Conjuring, où on a aussi une famille comme ça avec des adolescents, des adolescentes et des petites filles. Et chacune ont les mêmes caractéristiques. On a l'impression qu'on reprend les mêmes personnages et on va les inclure dans de nouvelles maisons, quasiment identiques, dans de nouvelles villes, mais qui sont un peu les mêmes. Ça fait penser un peu à des téléfilms de Noël en fait, où tu as quelques détails qui changent. Ouais, c'est ça, c'est les familles types. Mais c'est ça, c'est une famille type et du coup bah, c'est difficile de s'attacher à leur caractère puisqu'on retrouve un peu les mêmes caractères qu'on a vus dans d'autres films. Puisque c'est des caractères nuls. D'ailleurs, l'archétype pour moi de l'ado nul, c'est pas un film d'horreur, mais c'est Jurassic World. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, le début du film, il y a C'est affreux. un ado donc, qui est invité au parc et qui s'en branle. Mais alors vraiment, mais genre, ah non, mais les dinosaures, mais j'aime pas ça quoi. Qui fait ça? Oui, c'est affreux. Mais en fait, ils ont cette caractéristique d'être blasés. Alors, je sais pas comment t'étais Oui, quand c'est ça, t'étais exactement, quand, c'est le quand mot, t'étais c'est ado. blasé. Je sais pas si t'étais blasé, toi, mais alors peut-être qu'on l'était. Ah, pas on du tout, s'en rendait j'étais pas un compte. ado très gentil. Moi, j'ai pas fait de crise d'adio particulière, donc je ne m'identifie pas au personnage. On a un autre cliché, c'est celui du deuil. Donc là, c'est ambiance film français avec Vincent Lindon. Donc là, on est dans Welcome avec Vincent Lindon ou Les Petits Mouchoirs 3. Donc c'est ça en fait, c'est que l'élément perturbateur il est déjà installé dans le film puisque la maman est décédée il y a 2 mois environ, ça c'est un détail, et en fait on se retrouve à découvrir la famille avec leur approche du deuil. Chacun va avoir une approche différente entre le père absent, du coup l'adolescente qui boude, enfin, on peut comprendre en même temps, mais et la petite fille qui se crée des peurs, enfin qui se crée un imaginaire autour de la peur quoi. Alors le réalisateur aussi, il crée des peurs parce que dès le début,
Il va donner des indices sur le fait que ce soit un film d'horreur. Donc t'as la porte qui grince, le placard grand ouvert, une ombre sous la porte. Ça commence directement dès la deuxième minute. On sait qu'on va être dans un film d'horreur. Ça m'énerve un peu. Moi, je vois pas en quel honneur on commencerait directement autant en mode film d'horreur. Je sais pas ce que t'en penses. Si, en fait, on en revient un peu à la personnification de la maison. C'est-à-dire que la maison est un personnage et donc elle réagit un peu comme dans ton film de Disney préféré, Encanto. Ne parlons pas de Bruno, Voilà. non, non. C'est-à-dire que, comme tu l'as bien expliqué, il va y avoir des détails de plans, des préparations paiement, on va dire, avec des zooms, avec tu sais, des zooms arrière un petit peu là qui donnent envie de vomir là, qui donnent le tournis et qui donnent l'impression que la maison elle-même va être un un antagoniste. personnage. Ouais, Tout à fait. Un antagoniste ou un protagoniste? un antagoniste, la maison. Oui, ça se discute. Gentil avec eux, ils mourront jamais. Merci. Spoiler. Ah oui, on a alerte oublié de spoiler. faire un- Alerte On a oublié de spoiler. faire une alerte spoiler sur le Boogeyman. Si vous voulez voir la fin, là j'ai peut-être menti, on sait jamais. Si vous voulez voir la fin sans être la spoilé. connaître avant, c'est le moment d'arrêter là. Alors ensuite, fini l'extrait 1, donc nous allons tranquillement à l'extrait 2. Entre deux, on apprend un peu plus à connaître les personnages principaux, avec l'adolescente qui va retourner au lycée après 2 mois d'absence, la petite fille qui part à l'école. Et en parallèle, donc nous avons le papa qui, je rappelle, est thérapeute ou psychologue. Quelle est la différence, Robin? Allez hop, J'en ai aucune idée. merci. Moi j'en ai une, mais je la dirai pas ici. Et du coup, le papa, en fait, il a un cabinet qui est à l'intérieur de la maison, donc c'est pratique. Et il va avoir la visite impromptue de l'élément perturbateur, le vrai cette fois-ci, sans vouloir mettre en arrière le fait que la maman soit morte. Et l'élément perturbateur, c'est la dernière victime du croque-mitaine, qui s'appelle Lester, et qui va apporter dans la maison, et finalement, le croque-mitaine. Par sa présence, il va rendre visite au psy, va raconter un peu son histoire. C'est ça, en fait, il raconte son histoire. Ses enfants que sont ses morts, machin. que c'est pas de sa faute, qu'il y a quelque chose qui les a tués. Voilà, C'est ça. et du coup... Et pour la le coup, séance de psy va être assez catastrophique parce Oui. que le mec va se suicider 5 minutes après Exactement. dans la maison du psy. Donc ce Lester, qui est donc la dernière victime du croque-mitaine, je le rappelle, il se suicide. Et ce qui est rigolo, c'est que l'adolescente en question, qui va repartir du lycée, un peu plus vite que prévu, c'est elle qui va découvrir le corps de ce gars-là dans un placard, pendu. Et voilà, donc là on arrive à la première nuit. Donc là on rappelle, il y a le deuil de la maman et il y a un mec qui s'est pendu dans la journée. Et le croque-mitaine qui est peut-être présent maintenant. Donc nous Maybe. arrivons à l'extrait 2 que j'aime bien nommer un petit peu, c'est la maison, enfin c'est la chambre dans Monstres et compagnie, mais sans la magie de Pixar. On va voir pourquoi. Extrait 2. Donc dans cet extrait, là on est un peu plus proche de la petite fille. On rentre dans son intimité, si je puis dire, puisqu'on est dans sa chambre, donc une chambre un peu Ikea avec plein de guirlandes partout, une chambre assez grande, et en fait son lit, il est placé en face d'un placard, et dans ce placard, on apprend très rapidement et de manière ultra explicite qu'il y a une entité, donc le croque-mitaine, puisque le placard va s'ouvrir, c'est ça Robin? C'est ça, et pour replacer dans le contexte un petit peu, donc la fille va dormir. D'ailleurs au passage, son père, donc il y a quelqu'un qui s'est pendu dans sa maison il y a 1 heure à peu près. Et elle va demander à son père avant de se coucher: est-ce que tu peux regarder dans le placard s'il te plaît s'il y a un monstre? Donc le père il dit ouais. Il va dans le placard et là il lui fait une blague. il éteint la lumière, il fait ah s'il y avait un Il y a monstre. rien dans le placard. Il y a ta mère dans le placard. Donc, ok, le traumatisme. Et donc pour dormir après tout ça, elle a une grosse boule de lumière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette petite boule de lumière? Non, cette grosse boule de lumière d'ailleurs. Une grosse boule en forme de lune, c'est ça? Ouais, c'est un outil pratique dans le film, puisque la maison C'est ça, c'est une sorte de gimmick. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la maison, elle est quasiment tout le temps dans l'obscurité ou dans le dans la Ouais, le quasi-obscurité. film, il est ultra sombre, c'est sombre. affreux. Et la lumière que porte la fille, enfin qu'elle tient dans sa main, c'est un peu son doudou lumineux. Donc c'est une lune, en fait, qu'on peut trouver à Nature et Découverte, là. Et qui lui permet Combien de... ça coûte? 49,99 €. Bravo. Préparez les cadeaux de Noël.
Et donc cette boule de lumière, oui, ça va être un running protection, quoi. Elle va l'avoir quasiment tout le temps avec elle et ça va lui permettre de rester un peu en vie avec cette lumière qu'elle a avec elle dans son lit, quoi. C'est ça, et c'est un peu un genre de gimmick. En général, dans les films d'horreur, d'ailleurs, c'est plutôt des trucs qui font du bruit. Oui. Je pense dans Conjuring, il y a le clap-clap là. Qu'il fait avec ses mains. Il y a souvent une boîte à musique. Ouais, mais c'est ça, je pensais à boîte ça. à musique qui. Dans Conjuring 2, là, il tourne, tu sais, les boîtes qui font. Moi, j'imite très mal, mais qui font vraiment les boîtes pour enfants. Là, je fais les gestes à l'écran, mais. Et ça, il y a que ceux qui font des films d'horreur qui achètent ça. C'est exactement. Et c'est souvent les petites filles ou les petits garçons qui retrouvent ça, les gens un peu les plus innocents du groupe, qui vont découvrir l'objet le plus maléfique. Donc, bon, là, pour le coup, la lune n'en est pas un objet maléfique, au contraire, mais pour autant, la créature, le croque-mitaine, va s'attaquer tout de suite à elle en tant que victime apparemment la plus délicieuse à dévorer. Et même pour nous, c'est un objet qu'on aime bien, parce que je reviens dessus, mais c'est le film, il dure quoi ? Il dure 1h25 à peu près ? C'est ça. 1h30 ? Et pendant tout le film, il fait nuit, donc on ne voit rien. En plus, celui que j'ai vu était dans une mauvaise qualité. Je l'accorde à Rob Savage, ça aide pas. Mais vraiment, je trouve c'est éclairé avec le cul le truc. On part dans un autre cliché aussi en même temps, c'est que ça y est, terminer le film, c'est plus crédible, parce que ça y est, on a vu le monstre. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que le monstre va se montrer explicitement, donc il va ouvrir le placard, il va aller sous le lit de la petite fille, et on va même l'apercevoir pendant un dixième de seconde, on va dire. Ouais, et donc 3 dixièmes de seconde. Voilà, on se rend compte que c'est une espèce de créature à la Gollum un peu, mais en plus effrayant. Un peu, non, plutôt les créatures dans le film La Sous-Terre, comment ça s'appelle ? C'est The Descent ? Ouais, The Descent un peu. Une espèce de créature souterraine. Donc déjà, le film nous offre la réponse à la question, est-ce que c'est réel ? Parce qu'on aurait pu croire, oui, complètement. Dans la réalité, bon, on se doutait que ça allait pas être le cas, mais on pouvait croire à, je sais pas, un twist final où la famille a imaginé parce que le deuil, et donc on imagine. Ça aurait été vraiment un film avec Vincent Lindon, je crois. Et ça, avec Vincent Lindon qui débarque à la fin et qui est psychologue également. Non, mais là, je pense à Mister Babadook, justement, où on a une créature et qui va être en fait une métaphore sur le deuil et sur la maladie, il me semble. Et la créature n'existe pas. Encore un spoil, mais là, pour le coup, on voit une créature, donc ok, elle existe, elle est bien présente. Ce qui est pas crédible aussi au passage, c'est que il y a quelqu'un qui s'est pendu dans la maison dans l'après-midi et ils dorment quand même là. Enfin, ça n'existe pas. Tu vas à l'hôtel dans ces cas-là, tu laisses pas ta petite fille de 8 ans dormir à 10 mètres alors qu'il y avait la police juste avant. C'est un peu n'importe quoi. Ouais, ça met en exergue ce que tu dis, le sang-froid des personnages. Où en fait on se dit mais ils ont pas d'âme, c'est pas possible, c'est des clichés ils ont des courages impossibles. Ouais, oui c'est tout à fait, donc la petite fille elle est inquiète parce qu'elle croit qu'il y a un monstre dans son placard, mais meuf, en fait t'es inquiète parce que ta mère est morte et parce qu'il y a un monstre officiel en fait, c'est pas et que quelqu'un s'est pendu dans ta maison, donc c'est-à-dire que c'est ça. En plus c'est ça qui est rigolo, c'est pas rigolo, mais en plus du fait que le film va tourner autour d'une créature mystique terrifiante, il y a des choses dans la vraie vie qui sont autant, voire plus graves encore, quoi. Je trouve que le réalisateur, ou le scénariste du moins, en rajoute des tonnes sur la tartine, et du coup les personnages, ils devraient être en dépression absolue, ou comme tu dis, ils devraient fuir en fait l'endroit où il s'est passé autant de drames. C'est ça. Je fais un petit point juste parce que j'ai bien aimé la petite scène. Elle se retourne sous son lit, donc pour regarder sous son lit, le truc qui n'existe pas, moi jamais de la vie je fais ça. Et la caméra se retourne en même temps. Toi, tu m'as dit que tu avais vu ça plein de fois. Moi, pas tant que ça. Ouais, plein de fois. Donc je donne un point au réalisateur. Je suis pour les mouvements de caméra comme ça. Après, donc, cette petite rencontre, la première rencontre entre le boogeyman et la petite fille. Donc, la petite fille, elle va douiller encore un peu. Avec une séance de psy, comment on peut la qualifier, musclée. Elle va chez une psy copine de son père. Et elle ose lui dire, ce qui est déjà étonnant, elle ose lui dire qu'elle a vu un monstre. Mais décidément, les psys, ils sont pas très forts dans ce monde. Parce que là, elle va tenter une expérience nazie. Affreuse. Elle va dire quand on a une phobie, il faut l'affronter. Donc là, c'est une torture. Il n'y a pas d'autre mot. Elle met la petite fille dans le noir. Elle lui met une lumière. D'ailleurs, c'est qu'elle le fait souvent parce qu'elle a la lumière rouge qui clignote là. C'est un peu l'antithèse de la lune là dont on parlait tout à l'heure, quoi. Oui, c'est ça. En fait, t'as une lune qui te permet d'aller bien le dans Dark ta vie. Side of the Moon. Ouais, c'est ça. Et là, référence pour tous les musiciens. Tiens, je vais te filer une grosse lumière rouge, tu vas voir, tu vas en prendre plein la tronche. Donc elle revoit le boogeyman, mais personne d'autre le voit, donc
Bon, c'est un peu dommage pour elle. Mais heureusement quand même, il y a la grande sœur, l'ado, qui commence un poil à la croire. Et c'est là que commence la grande enquête. Alors là, oubliez Mediapart, oubliez complément d'enquête sur Depardieu. Là, ça, on est sur une enquête de niveau international qui va durer à peu près 6 minutes. Donc pour commencer, elle fait une petite recherche Google. Ça c'est un truc qui m'énerve, les recherches Google dans les films. La meuf, elle tape le nom du patient de son père. Ouais. Et le 4e résultat, Tout. elle a déjà tout ce qu'il faut. Toutes les informations. Bah là, c'est encore une fois facilité scénaristique. L'adolescente de 15-17 ans, là, elle va avoir tout à portée de main, mais littéralement, elle est dans une pièce où le père a laissé tous les indices rattachés Ouais, c'est ça. au- Après avoir cherché sur Google, donc elle va chercher l'adresse de la personne et elle la trouve dans la poubelle du bureau de son père. Voilà, donc elle est dans la poubelle. Ah super l'adresse. Elle tourne la tête. Ah super le microphone que mon père a oublié et où il y a toute la discussion. Elle retourne la tête. Ah super le carnet de dessin en dessous du canapé que mon père a aussi oublié. Et, Le père il est nul et il fait pas le ménage au passage. et c'est vrai que pour attacher ça à la thématique du jour, donc des enfants, c'est pas crédible, quoi, parce que dans beaucoup de films, il y a cet aspect d'enquête. Quand tu as une adulte qui va demander parfois à un pote policier je pense à Sinister par exemple. Dans Sinister, il va enquêter sur une maison où il y a eu un crime et il va devenir pote avec un policier qui va l'aider à donner des indices, à donner, voilà, à le conseiller, etc. Et là, on se retrouve avec une lycéenne qui va avoir, encore une fois, là j'en parle, mais le sang-froid d'écouter une conversation de psy entre un mec qui s'est pendu la veille dans sa maison dans laquelle elle est. Enfin, en fait, c'est pas possible, tout simplement. Et tu parlais de la police aussi, là je fais un petit point police parce que la police est venue parce qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est pendu la veille quoi. Et la police n'a pas pris le microphone et le carnet de dessin, c'est-à-dire qu'ils en ont pas parlé quoi. Et du coup, le père, qui est encore une fois très absent, ne l'a pas donné, c'est ça. Donc au-delà de que la police ne l'ait pas pris. C'est ça, Ah non, il s'est rien passé dans le. On a aussi, donc en même temps que cette enquête à la con, on a à l'étage, donc là ça se passe au rez-de-chaussée, et à l'étage il y a la petite fille qui se bat encore contre des portes, des bruits de portes et des parquets qui grincent. Bah, pour faire... Toujours armée de sa boule Ikea là. Elle la balance, elle arrête pas de la balancer partout pour éclairer les choses. Et finalement, adieu la boule Ikea, ça y est. Elle la lance et là, hop, ça revient pas. Et donc on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Ouais, E.T. quoi. Mais en fait, je pense que C'est là, il y a un problème de facture EDF, littéralement, dans ce film. Le père a oublié de payer la moitié de la facture, au moins, puisque apparemment, il n'y a pas d'interrupteur, ou ça ne fonctionne pas. Et ce qu'il faut, comme tu dis, tout éclairer. Ils vivent dans le noir. Ils éclairent à la boule. Voilà, ils éclairent à la boule. Et ouais, Ils éclairent à la boule et là ils peuvent plus éclairer parce que la boule est cassée. Et donc il y a une petite scène avec le boogeyman derrière la petite fille. Mais que va-t-il se passer? Eh bah rien du tout, rien du tout parce qu'on a une ellipse. Donc ça c'est la facilité extrême. Une ellipse. La petite fille qui était à 2 doigts de mourir finalement, on la voit 2 secondes après. Elle va engueuler sa sœur parce qu'elle croit que c'est sa sœur. Alors ça j'ai pas compris. Elle croit que c'est sa sœur qui s'est déguisée en boogeyman. Parce que non, juste ouais. Petit détail, en fait, le mode opératoire qui est aussi à interroger du croque-mitaine, il s'amuse à imiter les personnes qu'il y a dans la maison. Donc le croque-mitaine va imiter la voix, un peu comme un perroquet. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui, bonjour, je suis ta grande sœur. Alors, tu as acheté une boule Ikea, oui. Ah bah, d'abord mes souliers, Mais maintenant mon vélo. dis donc, je vais te tuer, d'abord toi, puis ta grande sœur. Ça fait 2 fois que vous faites le coup. Ouais. Et du coup, la petite fille pense que c'est sa grande sœur qui parlait. Impossible. Sachant qu'à des moments, il bug, c'est assez rigolo, le croque-mitaine, des fois, il parle normalement, puis d'un coup, il fait « Je vais te manger !» Il a des troubles bipolaires. Oui, non, mais en fait, voilà, il est nul, en fait, c'est ça. Ouais, il est nul, et aussi le problème d'une ellipse comme ça, c'est que on sait pas s'il est si dangereux que ça, parce que au final, il a tué personne, là, ça fait 2 jours qu'il est dans la maison, il s'amuse avec la petite fille, mais il tue personne, donc est-ce qu'il ne serait pas gentil finalement? C'est une bonne En question. général, il y a d'ailleurs un petit screamer en général à ce moment-là. Là, il nous épargne ça. Ouais, il n'y en a pas tant que ça dans le Screamer, film. juste pour. C'est un truc où on parle doucement. Et voilà, screamer. Donc là, on va savoir un petit peu plus, puisque l'adolescente a l'air d'être un peu plus convaincue, du moins, de la présence d'une créature dans la maison, à travers notamment le dessin, la découverte d'un dessin, parce que ça aussi, c'est un putain de cliché. On pourra peut-être en discuter un peu plus après, mais. Les enfants qui dessinent la créature, tu sais, des fois dans les films. Et au passage, les enfants ils savent tous dessiner. Si c'était un film avec moi, je peux te dire qu'ils comprendraient rien. Oui, il y a un carré.
Il y a un gribouillis. Qu'est-ce qu'il veut dire Il y a un- Qu'est-ce qu'il veut Non, dire Je c'est ne comprends pas. Il y a un gribouillis qui attaque mes enfants. C'est affreux. Pire encore en fait. Mais- C'est un bonhomme en bâton. Non mais ça me fait rire les films, tu sais, dans les films d'horreur où il y a 12 dessins de monstres sur le frigo et c'est qu'au bout d'1h32 de film que le père dit « Mais tout était là, tout était sur le frigo !» Bah mec, t'as bouffé un poulet basquez C'est-à-dire hier. qu'ils en parlent jamais. Ils en parlent jamais entre eux en fait. Regarde, une porte Pourquoi tu rouge. fais des dessins de gens morts? Ça c'est dans Sinister, elle a dessiné le monstre à côté de son lit, non c'est invraisemblable. Je retourne au film, le croque-mitaine. Du coup, l'adolescente décide d'enquêter davantage. Elle a trouvé l'adresse. Elle va se rendre carrément, en fait, pour aller à l'origine story du délire, dans la maison du gars qui est pendu. Et donc, nous arrivons à l'extrait 3. Ou 4, peut-être 4, je me suis trompé. L'extrait 4. Extrait 4, pardon. Extrait 4. La maison du bonheur. Dans cette maison, il y a eu un ouragan, un typhon, une tornade et 76 clodos. Bienvenue à Nouvelle-Orléans. Bienvenue à Complément Détroit. d'enquête. Bienvenue à Détroit. La maison est dans un état pas possible. Donc déjà, première problématique, ne rentre pas. Ça a l'air affreux. Ne rentre pas. C'est un Et squat. je t'ajoute une problématique. Que fait la mairie là-dedans? Ils ont une maison qui est complètement à l'abandon. Avec peut-être quelqu'un à l'intérieur, on verra. Mais alors, ils s'en occupent pas, quoi. Et donc, en fait, cette adolescente-là, elle va rencontrer la veuve du pendu et va découvrir que en effet, il y a un croque-mitaine qui existe. Ça, c'est assez rigolo. C'est ça. On va être face à un nouveau cliché, c'est qu'il y a un personnage qui va tout savoir. Donc, en la personne de la femme, là, qui connaît tout de la créature. Tout du croque-mitaine. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Je reviens un petit peu sur la maison en elle-même. Je trouve ça incroyable que l'adolescente elle soit aussi confiante. Parce qu'il peut y avoir autre chose que des monstres en fait. Complètement. Enfin, il peut y avoir des clochards. C'est pour revenir à mes peurs primales personnelles. Mais Bah oui, c'est en fait, moi, à sa place, j'aurais peur. En fait, on dirait un squat. C'est-à-dire que quand C'est ça. elle rentre, c'est totalement défoncé. Il y a des meubles partout. Apparemment, il y a la police qui est venue pour mener l'enquête, certainement due au meurtre précédent. Bah, au bout de- Ou peut-être pour le mec pendu parce que c'est chez Oui, lui. oui, également. Donc, Mais comme il y a ils ont dû y ces passer. enfants qui sont morts aussi, tu vois. Et c'est comme tu dis, il peut y avoir n'importe qui dedans et c'est chaud, quoi. Et D'ailleurs, elle fait un truc très drôle. Tu dis qu'il peut y avoir n'importe qui dedans. L'adolescente, elle laisse son numéro de téléphone. Je sais pas si t'as vu sur le Si. frigo. Ouais, ouais. C'est un peu genre tu vas en boîte, ceux qui laissent leur numéro sur les portes des chiottes là. Ouais, parce qu'elle pense. Elle va avoir des surprises, je sais pas qui va l'appeler. Oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai que t'as raison. Oui. Parce qu'en fait, elle rencontre pas la femme dans un premier temps. Elle se dit qu'en laissant sur le frigo, le fameux frigo qui est la porte de la vérité, elle se dit elle pourra l'appeler préparation paiement pour la fin du film. Bon, en tout cas, C'est pour ça. aller plus vite, elle va rencontrer la femme qui est un peu une Sarah Connor moderne. Elle a un flingue dans les mains, elle est prête à se battre face au monstre qui a tué ses enfants. Elle lui explique que le croque-mitaine s'amuse à jouer avec ses victimes, à imiter leur voix. Donc en fait, c'est très pratique parce que en 5 minutes de film, on apprend tout ce qu'on ne savait pas sur le croque-mitaine. Bim, Oui, à bah, travers ça, la c'est femme. la facilité scénaristique poussée à l'extrême, c'est-à-dire qu'on sait pas trop comment ça peut avancer, donc on donne une personne qui sait absolument tout. Donc on disait que le mode opératoire était pas clair, elle l'a bien compris. Donc elle dit ah, elle a dû s'attacher à vous, elle s'en prend aux gens qui souffrent. Il aime bien jouer avec sa nourriture. Elle a fait un doctorat sur le Sur le boogeyman. croc. Sachant que ses enfants sont morts il y a 3 semaines et que son mari est mort la veille, quoi. Littéralement. Donc après avoir quitté la maison, là, son enquête est officiellement terminée. Et là, il y a un petit tunnel du Sadie Show, donc l'adolescente show, où elle fait la gueule, elle s'énerve, elle pleure, c'est assez insupportable. Là, elle est vraiment monolithique totale. Et donc, comme elle s'engueule avec tout le monde, elle va s'engueuler notamment avec son père, qu'on revoit pour la première fois depuis 1 heure de film. Et qu'est-ce qu'il fait le père? Il veut jeter au feu les affaires de sa mère, de la mère de l'ado. Donc évidemment, elle est pas d'accord. Ça s'engueule, c'est un peu le climax dysfonctionnement familial. Et le père finit par céder et il lui dit oh, d'accord, tu gardes les affaires, mais tu vas les ranger. Elle va les ranger dans la cave. Et là, elle trouve 3 objets qui vont lui être utiles par la suite. Elle trouve un briquet, un joint et une caméra. La caméra, ça lui sert tout de suite parce qu'elle l'allume. Donc déjà, il y avait de la batterie. Et c'est directement c'est sur vrai. toutes les scènes qui font pleurer que sa mère a tourné. Donc il y a elle bébé. La mère, elle a déjà fait un montage. En fait, c'est comme Dumbledore Post-mortem. qui donne en héritage là. Oui, carrément. Toi, t'auras la caméra.
Et toi le joint. Et avec cette caméra, donc à un moment elle est au lycée, elle est en train de pleurer et elle regarde cette fameuse caméra avec des scènes. Et elle se fait convaincre par sa meilleure amie de passer une petite soirée entre copines. Wouh, c'est le moment, chouette. Ça va être sympa une soirée entre copines dans une maison pendue, virgule d'œil multiplié par croque-mitaine, ça va être sympathique. Donc là on va mettre des gros guillemets à copines parce que ça va être le festival de la méchanceté. Pendant que la petite fille, on dit à la petite fille, le père dit à la petite fille, il faut pas les déranger parce que là c'est la soirée de l'année, vraiment, mais garde-toi d'y aller. Et là, j'imagine la petite fille lui répondre: mais papa, t'es absent depuis, depuis toujours. Qu'est-ce que tu Papa, mais racontes? t'es où? Tu dors où en fait? C'est toi, papa? On ne sait pas où est le père de tout le putain de film. Donc la petite fille se colle devant la télé et pendant ce temps-là, donc l'adolescente accueille ses copines. Alors là, c'est le cliché des filles entre elles dans les films américains Là, je crois que qui c'est sont affreuses. Non, mais je sais plus comment elle s'appelle, la méchante dans Totally Aucune Spies. Maidy, je crois, un truc comme ça. Ouais, Mais c'est ça x4. T'as 4 nanas qui débarquent dans sa baraque et qui sont horriblement méchantes et qui sont déjà amusées à la critiquer dans d'autres scènes du film. Et ouais, là, ça pose la question, encore une fois, du cliché. Pourquoi imposer des personnes si ignobles déjà à un scénario qui est déjà compliqué quoi, pour elles? En plus, dans la vraie vie, compliqué de les inviter, les filles, parce que dans tout le film, on les voit 2-3 fois, mais à chaque fois, elles sont ignobles. Donc là, les inviter chez elles, alors qu'elle est en plein deuil, j'y crois pas trop. Elles sont pires que des méchants Disney, les meufs. Ah, complètement. Elles sont méchantes en face à face, le truc qui n'existe pas normalement. Je sais pas, si t'es méchant, tu vas le dire après être parti. Dis donc, elle est conne. Elles ont frontal. un... Comment dire, leur tête, les yeux qui roulent. Mais c'est vrai qu'elles ont des têtes de méchantes. C'est vraiment lugubre chez toi. Franchement, on se fait chier. Et en même temps, elles ont pas tort parce que l'autre, elle prépare la seule soirée de sa vie. C'est le moment de sa life où elle peut devenir la reine du lycée. Elle a pas mis de musique. Déjà, elle a pas allumé la lumière. Bon, ça, de toute façon, c'est le problème du tout le film. Elle a pas mis des Krusty Crocs, des gâteaux apéro, je sais pas, 3 bouteilles de vodka et de la chartreuse. Je sais pas, un petit jeu de société, un truc à faire quoi. Un Catan, j'en sais rien. Il y a que Elle va quand même essayer de devenir la reine du lycée parce que elle va essayer la drogue. C'est-à-dire que elle retrouve le pet de sa mère là et dit: est-ce que vous voulez essayer les filles? Donc là c'est en mode wouhou, c'est parti. Là on parle. Elle va mal le supporter, elle va faire un petit bad trip parce qu'elle va vomir en fait. Un bad croque-mitaine trip. Un bad croque-mitaine trip, c'est ça. Nouvel exemple de la méchanceté absolue de ses copines. Pendant qu'elle était en train de vomir, elle va prendre la caméra avec toutes les images de sa mère pour enregistrer par-dessus. Oui, c'est vrai. ce qu'elle est en train de vomir. Et donc les copines se font de nouveau chier et c'est ça. Et en fait, on apprend pourquoi elles sont venues vraiment. C'est ça. En fait, elles sont venues pour voir le placard où il y a eu un pendu juste avant. La reine des connasses là, elle dit bon vas-y, on se fait chier ici, t'es vraiment une merde. Ça te dit de nous montrer tes pires cauchemars s'il te plaît et de nous emmener là où le mec s'est pendu? Ok, bah et trop donc, cool, je vous adore. dit oui. Donc là, il y a une... Allez, c'est parti. Là, il y a une scène du coup où elle se fait enfermer. Elle se fait enfermer dans le placard parce que ça amuse tout le monde. C'est ça, elle rentre dans le placard, déjà c'est complètement con. Elle veut montrer aux autres là où il y a eu le pendu. Elle rentre dans le placard qui est dans le noir encore. Donc tout est dans le noir dans le film. Et elle se fait enfermer dedans. Elle fait face pour la première fois officiellement au croque-mitaine. Elle l'avait jamais vu en fait, l'adolescente, contrairement à la petite fille. Voilà. Et toute cette petite troupe, les méchantes, elles se barrent en disant au père au passage votre fille elle est complètement tarée. Et vous êtes complètement absent. Ouais, vous êtes qui? Pendant ce temps-là, il y a la petite fille qui passe vraiment 4 jours en enfer. Elle regarde la télé dans le noir. Meuf, allume la lumière quoi. Non mais en fait, elle a 7-8 ans là. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? C'est-à-dire que c'est l'obscurantisme, c'est une site. Elle regarde un truc en plus, je sais plus si elle regarde à la télé, mais elle regarde un film d'horreur. Elle regarde le croque-mitaine. Et donc forcément ça attire les mauvais esprits. Et elle va se faire complètement déglinguer la tête par cette créature, le croque-mitaine. Et donc là on va rentrer dans un moment. Agripper, elle se fait
Elle se fait prendre par la Elle se tête. fait monter en l'air, elle est secouée dans tous les sens, un peu à la Paranormal Activity. Ouais. La scène où on voit le truc. Mais je crois que dans Paranormal Activity, il meurt après. Oui, c'est limite la dernière c'est scène. vraiment la fin, ouais, tout à fait, oui. Et en fait, Là, parce que là, le problème, c'est que la petite fille, elle se fait balader un peu partout dans les airs. Là, on la projette contre la télé qui est cassée. Alors déjà, à la place du père, je gueulerais. Et c'est un tout, père, quoi. il y a un père Elle est juste un peu blessée. Mais oui, il y a un père, il vient de temps en temps. Ouais, en fait, c'est la scène, ils avaient une enveloppe budget effets spéciaux, ils ont décidé de la foutre à ce moment-là. En même temps, bien fait pour ta gueule, parce que t'avais qu'à allumer la lumière. Parce que oui, on apprend aussi que la lumière, c'est un petit peu ce qui l'empêche d'attaquer, le monstre. Et en même temps, la petite c'est fille... original. Et en même temps, la petite fille le savait, puisqu'elle a utilisé sa boule de lumière 10 fois. Mais bon. Mais alors par contre pour la petite fille là, sa vie elle est terminée parce que jusque là ça s'amusait un peu avec le boogeyman, c'était un petit flirt quoi. Et là ça veut dire que si le monstre il peut la prendre, la jeter dans les airs et clairement lui éclater la gueule contre un mur, bon courage pour le lendemain à se dire bon bah, voilà j'ai regardé la télé encore. Je crois qu'elle n'avait pas fait ses devoirs aussi, donc ça rajoute encore une complexité. Du coup, juste après, donc c'est la fin de l'extrait, la petite fille se retrouve à l'hôpital. À l'hôpital, il y a une ellipse, encore une fois, c'est-à-dire que c'est pratique, on ne connaît pas la réaction du père par rapport à cet événement. Oui, on sait pas comment ça. Parce que là, techniquement, la fille est blessée, l'autre elle a passé la pire soirée de sa vie, etc. Ce qui, quand même... et je répète, elle a vu le monstre. Ah oui, non, mais là, c'est les deux deux ont vu le monstre. En fait, voilà, il y en a une qui a vu le monstre. Papa, s'il te plaît. On te jure, on déménage maintenant là, maintenant. Regarde le dessin. On va avoir une scène à l'hôpital où la petite fille a pas l'air si traumatisée que ça, puisqu'elle discute avec l'ado, où elle valide, elle se serre un peu la main en mode oui d'accord, le croque-mitaine existe, on est bien d'accord, on va l'attaquer toutes les deux. Et le père reste dans un déni absolu et ne croit pas l'adolescente qui essaye de lui dire la vérité et va plutôt lui faire un no drug alert, puisqu'il lui dit ça sentait le pet. Il va croire, ça c'est débile. Il va croire qu'en fait elle ment parce qu'elle avait fumé un joint, donc elle a vu le boogeyman pendant 3 jours d'affilée. Voilà, sa petite fille s'est cassé 3 côtes. T'as fumé aussi. Donc ça c'est la scène de l'hôpital qui est complètement une nouvelle fois absurde dans la communication de la famille. Alors on peut entendre qu'il y a un problème de communication lié au deuil, mais là c'est débile. La fille s'est fait projeter par quelque chose contre la télé, mais on n'en parle pas. Ensuite il va y avoir une scène où l'adolescente décide de prendre les choses à bras le corps, puisqu'elle retourne dans la maison de la femme veuve là qu'on a vu du cyclone, mais de nuit, parce que le réalisateur aime beaucoup la nuit. Elles vont faire face toutes les deux au croque-mitaine. Bim bam boum. C'est le premier affrontement qui ne marche pas. Scène d'action. C'est ça, une petite scène d'action qui marche pas parce à la qu'il Sarah arrive à lui tirer Connor. dessus, mais ça ne sert à rien. Voilà, il se prend une balle, il meurt pas, il s'enfuit, la bestiole s'enfuit, elle aussi. Elle sort de la maison et là, en fait, on va arriver au dernier extrait et à la scène finale de ce magnifique film. Ça va être le combat final dans la maison. Donc à savoir qu'au sortir de l'hôpital, le papa a l'excellente idée de revenir dans la maison où tout se passe, en emmenant sa petite fille dans les bras, qui dort d'ailleurs sur ses épaules. Non, mais la petite fille, elle a rien dit au père avant de partir de l'hôpital. Elle devait être fatiguée. Non mais on peut aller dormir ailleurs, ou juste rester à l'hôpital juste demain matin quoi. Donc la petite fille n'a pas le temps de lui dire puisqu'elle est en train de dormir sur son épaule, et au moment où le père ouvre la porte de la maison, qui est dans le noir absolu, ils se font happer par la maison, par le croque-mitaine. Et ça. Et là, alors il y a un cliché de film d'horreur, là ça devient un film d'action. Ce qui moi m'énerve beaucoup. C'est-à-dire qu'on sort complètement de l'aspect film d'horreur pour rentrer dans le film d'action. C'est-à-dire il y a des armes, elles ont plus si peur que ça les filles. Elles voient le boogeyman, mais dès qu'elles le voyaient c'était en mode non. Et là c'est ah ouais t'es là, très bien, je vais te casser la gueule. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ouais c'est ça. Là il n'y a plus d'émotion, il n'y a même plus de suspense en fait. Il n'y a plus rien. La grande sœur va retrouver sa petite sœur dans un placard avec une guirlande de Noël comme protection lumière. La grande sœur. Ça c'est bien ridicule aussi les décos de Noël là. On sait pas pourquoi elle a trouvé ça. C'est le réalisateur qui s'est dit attends, on a plus la petite boule Ikea là. Comment on peut éclairer mal la scène? Et quelqu'un à la table ronde là, il y a quelqu'un qui lui a dit et si on mettait des lumières clignotantes de Noël? Et là je vous la pose en 1000. Vous pouvez mettre pause au podcast. Devinez où se trouve le monstre et où est-ce qu'il a capturé le papa. Mais où est l'antre du monstre? Dans la cave. Oui, bravo, c'est la cave. En effet, c'est là où tout va se passer. La grande sœur, accompagnée de la petite fille à la guirlande,
et elles vont combattre tout simplement C'est vrai, elles combattent. en mode. Elles combattent contre quelqu'un qui veut pas les tuer en fait. Parce qu'elles arrêtent pas de en fait ils se poussent, c'est très drôle, ils se tuent jamais, ils ont jamais de coup terminé quoi les fatalities dans Mortal Kombat. Là. Complètement, ouais. Ils se repoussent un petit peu, ils se font un petit peu peur, En fait, c'est un le bébé film d'horreur pour les enfants C'est quoi. un peu un bébé croque-mitaine, quoi. Il sait pas trop comment bouffer. Il a pas de dents. Alors que dans la première scène du film que j'ai passé rapidement dans l'intro, le bébé il meurt avec une tache de sang, donc c'est-à-dire qu'il s'est fait buter en un coup quoi. Après, on sait pas. Ça faisait peut-être un mois qu'il s'amusait à le torturer. On ne sait pas, mais oui, en effet, c'est spécial. Pas faux. Bon, il y a un combat qui s'opère. Elle a une crosse de hockey. C'est son arme. Oui. Alors Ce qu'elle qui est pourrait. un choix étonnant. Oui, parce qu'elle pourrait Ce qui est un prendre choix étonnant, parce qu'en général- un couteau peut-être. Non, alors moi, en général, c'est plutôt le débat entre la batte de baseball et le club de golf. Oui. Moi, je suis team. Et batte de Dieu sait que baseball en moi je métal. suis pour le club de golf. On n'en débat souvent, mais le club de golf, à mon avis, est 1000 fois plus efficace qu'une batte de baseball. Ça fait plus mal, clairement. Ah, peut-être, mais. Vous essayerez ça à la maison et dites-nous en commentaire. Bon, elle choisit une crosse de hockey qui évidemment se brise en deux. Le papa se blesse. Il y a un combat. Au final, elles réussissent à tuer ce bel animal en le cramant. Alors, technique. Grâce vu- au dernier objet légué par la maman, le briquet de l'amour. Le briquet de l'amour qui fait de la lumière. Et en fait, elle le pchitachiote à la gueule. C'est le truc quand on pète là. Un peu comme à l'intérieur d'ailleurs. Excellent film. À l'intérieur, où elle se fait cramer le visage. Et du coup, le monstre, on imagine, finit complètement calciné, comme la maison tout entière d'ailleurs. C'est ça. Et alors, au passage, on peut se dire aussi que celle qui se bat, la femme du pendu, là, qui se bat contre le monstre depuis 1 an, elle a jamais pensé. Peut-être qu'il aime pas la lumière, alors peut-être qu'il aime pas le feu, quoi. Non, elle essaye de lui mettre des flèches et des coups de fusil à pompe. Et des coups de poing, je crois. C'est l'amour qui Elle triomphe. connaissait par cœur, mais pas tant que ça. C'est l'amour qui triomphe dans cette belle famille. Le papa est blessé, c'est marrant d'ailleurs, c'est un peu gore là, à moitié à l'assaut. Il se pète la cheville complètement et puis il finit par marcher. Oui, c'est étonnant ça d'ailleurs. Il y a une scène de cassage de cheville qui a rien à voir avec le reste du film. Oui, c'est ça, une petite pointe de gore qui fait plaisir, qui est un peu inutile. Bon, en tout cas, ils s'en sortent. Et le film se termine par une dernière séance de psy où ils s'avouent un peu l'amour à l'un et l'autre. Et on C'est a un ça, avec petit. la psy torture là. Ouais, avec la psy torture. Et on finit par un petit coup à la Inception ou à la Shutter Island. On sait pas trop si le croque-mitaine a vraiment disparu, avec une porte de placard qui s'entrouvre. Et l'adolescente qui décide de fermer le placard plutôt que. Vivement le numéro 2. On attend avec impatience. Donc voilà, donc ça c'était le Boogeyman. Petite question, Romain, quelle fin aurait pu sauver le film? Un truc où quelqu'un qui arrive à la fin là et enfin on va dire dans le dernier tiers du film et qui se dit bon ok je vais arranger tout. Ouais, bah, en fait, c'est vrai que dès les premières minutes de film, on sent que ça peut pas être trop sauvé, vu les clichés qui sont dans toutes les scènes, quoi. Après, ouais, j'imaginais un truc un peu délirant avec la psy justement qui torture la gamine au début et qui pourrait, je sais pas, dans une pièce, on pourrait voir une pièce qui s'ouvre et la psy qui va ramener les morts ou ramener des monstres pour les mettre dans les familles et pour avoir plus de patients. Ça pourrait être assez rigolo. Ça sauverait pas le film. Et ça sauverait rien, il y a pas. Je sais pas si toi t'as réfléchi à la question. J'ai pas réfléchi à la question, mais par contre j'ai regardé par curiosité le matériau originel, la nouvelle de Stephen King là. Ouais. Moi, je l'ai pas lu, mais j'ai regardé un peu le résumé, je sais pas si tu l'as fait. Et, Pas du tout. et alors ils ont vraiment complètement changé parce qu'en fait dans la nouvelle c'est Lester là, le mec qui s'est pendu et c'est lui, il y a que lui en fait, il y a pas d'ado, il y a pas de. Ah ouais. Et, Il continue, ouais, c'est lui qui enquête, tu veux dire? C'est lui Non, qui en combat fait, il fait le. même pas d'enquête, en fait c'est une petite nouvelle apparemment. Et son bébé meurt en effet au tout début du film. Et le boogeyman arrive, mais en fait il a peur. Et du coup, quand sa femme part, il laisse l'autre gamin qui reste, dans la chambre à part pour pas que lui se fasse bouffer par le boogeyman. Donc en fait, C'est très intelligent. Ouais. Toujours les pères absents, je crois. Donc voilà, ça aurait pu sauver le film, mais il aurait fallu tout changer. Est-ce qu'il y a des films, toi, avec des enfants, par exemple, qui t'ont marqué quand même? Parce que c'est vrai que je me faisais la remarque, on se faisait la remarque, que des films avec des enfants qui sont protagonistes, qu'on voit vraiment plus à l'écran que les adultes dans les films Il y d'horreur, en a pas tant que ça, en fait, des films où c'est les protagonistes. Est-ce que toi, il y a des films qui t'ont marqué avec des enfants comme ça, qu'on voit quand même beaucoup à l'écran? Bah moi, il y a Sinister, film que j'aime beaucoup. Ouais. Qui est pour moi même si c'est pas les enfants les personnages principaux, et c'est pour ça que c'est bien aussi au passage, c'est parce que c'est l'adulte,
Mais le film avec un thème un peu enfant, Ouais. c'est celui que je trouve le plus pertinent en fait. Dans le même genre, hein, pour le coup. Les films un peu popcorn C'est comme ça qui se complètement regardent. dans le même genre. Bah, moi, je pense. Après dans le genre que j'aime bien en comment on appelle ça en slasher, Ouais. hyper rare de voir des enfants. J'ai pas souvenir de Mais je me demande s'il n'y a pas voir aussi des enfants qui je me meurent. demande s'il y a pas aussi une protection de la part des réalisateurs, enfin des maisons de production, j'en sais rien, mais de ne pas faire jouer des enfants dans des films comme ça. Tu sais, je pense à Shining, où il y a quand même un gamin qui est présent pendant tout le film. Il savait pas qui jouait. Il ne savait pas qui jouait dans un film d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où quand elle le porte, c'est une poupée. Je sais pas si tu étais au courant de ça. C'est un mannequin qui le porte. si. Mais Parce enfin, que- après, ce genre d'anecdote, j'ai toujours un petit doute. Hein. Ça m'étonnerait qu'il sache pas quand même. Non, mais je veux dire, Enfin, tu ou peux alors pas. il est très con. Oui, mais dans le sens où tu peux pas faire une torture d'un gamin, Oui, c'est non, rare de mais voir ça oui, dans un film, complètement. tu vois. Un gamin Oui, qui c'est se ça. fait couper un bras dans Ça le Ouais, clown, c'était un étonnant de bébé voir. mort. Mais dans le genre, moi j'ai. Dans l'absolu, au tout début, il y a un bébé qui meurt quand même. On Oui, le voit pas. on le voit pas, mais oui. Mais dans des films où quand même les enfants jouent bien, je pense à Sixième Sens, même s'il y a débat sur un film d'horreur, thriller, C'est un film d'horreur ça. il y a des éléments horrifiques quand même, beaucoup. Et d'une part, ils jouent super bien, et c'est vrai que pour le coup, c'est assez rare de voir un personnage qu'on voit quasiment à l'écran à chaque instant. Et je pensais aussi à Signe. Bon, c'est pareil, là c'est un film qui prête à débat. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, de Shyamalan, ou avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix. On les voit pas tout le temps à l'écran, mais il y a quand même deux gamins qui sont très présents, et je trouve qu'ils Oui, c'est vrai. ont une belle partition, quoi. Signe, je le confonds moi avec Scary Movie 3. J'ai tellement Oui. vu Scary Movie 3 que dans ma tête, Signe, c'est avec des extraterrestres et Charlie Sheen. J'ai une petite dernière question moi pour Ouais. conclure. Vas-y. Ces films-là avec des enfants, ils sont faits pour les ados ou ils sont faits pour les adultes? C'est un truc que j'ai du mal à jauger moi. Bonne question. Après, là, le film en question, pour le croque-mitaine, moi je vois bien une bande d'ados de 16 ans qui y vont le jour d'Halloween. C'est fait pour Halloween, quoi. C'est des films qui sortent le 31 octobre. Tu y vas, t'achètes des pop-corn et tu sors assez satisfait, je pense. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas mal critiqué. C'est le but aussi du podcast. Mais au final, le fait qu'il y ait les ellipses, ça enlève pas mal de moments un peu de temps mort et le film ne s'arrête jamais, quoi. C'est-à-dire C'est que. ça. Ça va paraître bizarre, mais je l'ai pas détesté le film. Non, c'est La vrai. première fois que je l'ai vu, là je l'ai vu 15 fois donc j'en ai un peu marre. Mais la première fois que je l'ai vu, je me suis dit bon, il est normal quoi. C'est vrai que les Après, films- par contre, il a un gros problème Ouais. de films d'horreur, c'est qu'il a pas d'âme du tout. Enfin, il est plan-plan quoi. Il se passe plein de trucs, Ouais. mais on s'en fout. Bah finalement, c'est vrai que les ellipses, donc même la présence du père qui est complètement enlevée, ça enlève des sentiments, ça enlève des moments de pause et on respire pas, quoi. Donc en même temps, ça rajoute de la peur, voilà, pour ceux qui ont eu peur pendant ce film-là, mais parce que ça s'arrête jamais, c'est toujours dans le noir. Mais en même temps, les moments de pause permettent aussi de souffler et de se remettre dans des screamers. Mais c'est dans la même lignée qu'Insidious, les films comme voilà, Dark Skies, tout ça, Oui, la complètement, maison c'est de la même veine, Blumhouse. tout ça. Mais justement, dans Sinister, Mama, tout ça. dans Sinister, et t'en parlais que c'était toujours dans le noir. Sinister, ce qui est génial, c'est qu'il y a les temps où c'est la journée, où là, tout d'un coup, tu respires littéralement en tant que spectateur. Ouais, complètement. Et dès que la nuit tombe, tu te remets à flipper parce que tu sais qu'il va se Bah, passer et puis des dans choses. Sinister, il y a aussi vachement plus d'enquête. Enfin, Ouais, l'enquête c'est ça. est mieux, en tout cas, elle est mieux foutue. Oui, Elle oui. dure pas 10 minutes dans le noir là. Et il y a des conversations qui servent aussi au récit. Et c'est vrai que là, dans C'est ça. Croque-Mitaine, il y a un gros problème d'aucun moment où il y a des scènes simples de la vie quotidienne. J'adore les. Et d'ailleurs, le Où réalisateur, est il en a Vincent parlé, Landon Où est Vincent Landon il en a parlé, le réalisateur, parce que j'ai vu une interview de lui où il disait ouais, les gens ils avaient trop peur, alors du coup on a enlevé des scènes. Oui, c'est vrai, incroyable. Ça vaudrait un épisode entier, ça. Hein. Les fausses, les fausses anecdotes là. Il y a des gens qui se sont tombés dans les pommes dans la salle. Jamais de la vie. Il y a des gens qui ont vomi. T'as l'impression qu'il y en a Dans un. une salle, dans un EHPAD, je crois. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le croque-mitaine. Merci beaucoup à vous. Soyez indulgents, c'est notre première. Un petit mot d'adieu, Romain. Eh bah, j'espère que vous serez des millions à vous abonner dès ce premier épisode et en espérant repartir sur une autre thématique. J'ai les chiffres en direct et là ils sont déjà 600 000. C'est pas mal. Merde, j'avais visé plus haut. Et bah non, mais n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire et vivement le Croque-Mitaine 2 tout simplement. Merci beaucoup. Ciao, Merci ciao. beaucoup, à bientôt. Ta-ta-la-la-la-ta. Ta-ta-la-la-la. Alors on y va.